Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Ce cataclysme qui peut nous tomber dessus sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'il peut finalement être une chance, un cadeau mal emballé de la vie, pour peu qu'on accepte d'accueillir et d'observer ce qui s'est joué en nous. Dans chaque épisode, je rencontre une personnalité inspirante sur le thème du burn-out, sous forme de conversations qui, je l'espère, résonneront pour vous. Ils ou elles ont vécu un burn-out et viennent témoigner, ou sont des experts du sujet. Ensemble, nous libérons la parole sur le burn-out qui ne peut plus être un tabou en 2020. Aujourd'hui, je rencontre Clara. Clara est la créatrice de Vénus et Gaïa, une marque qui propose des produits 100% pure soie de mûrier, fabriqués de façon éthique et sans produits chimiques. Aujourd'hui, elle revient sur le burn-out qu'elle a traversé en 2018 et sur son chemin de guérison. Bonjour à tous et bonjour Clara, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour à tous et bonjour Laura, je m'appelle Clara Villarem, j'ai 27 ans et je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Vénus et Gaïa et qui fait des produits de nuit en soie. Alors, on va remonter un petit peu aux origines. Quel genre de petite fille tu étais, Clara ? Alors quand je pose la question aux adultes dans mon entourage, on me dit souvent que je n'étais pas une petite fille très traditionnelle parce que j'étais extrêmement sérieuse et j'étais un peu vieille avant l'âge. Je me posais beaucoup de questions, je passais pas mal de temps seule à bouquiner, à réfléchir et je posais un peu des questions qui étaient, je crois, déstabilisantes à ma mère, du genre pourquoi je suis ici. Une question à laquelle elle n'avait pas la réponse. Effectivement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Quel a été un petit peu ton parcours ? Alors j'ai un parcours qui est extrêmement traditionnel. Moi j'ai la chance d'avoir toujours été une bonne élève parce que j'adore apprendre et j'apprends très vite. Donc j'ai suivi un parcours extrêmement classique. J'ai fait beaucoup d'études, j'ai fait une prépa et puis une école de commerce, l'ESSEC. Et puis après cette école de commerce, j'ai pris un boulot en CDI. J'ai fait un peu de consulting en data marketing, un peu bossé dans la tech et jusqu'à créer mon entreprise il y a désormais 1 an et quelques mois. Et alors, entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé ? Entre les deux, j'ai changé de vie. Je ne suis pas la personne que j'étais quand j'étais en études ou quand j'étais en train de faire un CDI, quand j'étais salariée. Moi, j'ai eu à l'essai 2018 un énorme déclic. J'ai fait un gros burn-out et j'ai fait une dépression juste après, juste pendant, je crois, à peu près 6 mois. Donc je me suis réinventée depuis et j'ai totalement changé ma vie et j'ai presque changé la personne que j'étais. Je suis ravie que tu viennes raconter cette histoire parce que c'est des sujets dont on parle pas beaucoup et pourtant je pense qu'il y a un vrai besoin d'échanger sur ces sujets-là et je trouve que c'est d'autant plus génial quand c'est des gens aussi inspirants que toi qui viennent partager leur histoire parce que du coup voilà, on se sent moins seul. Toi, est-ce que tu te souviens quel a été le déclic en fait pour que tu te dises ok donc enfin que tu te le dises ou pas mais en tout cas que tu réalises qu'il y avait que tu faisais un burn-out et que tout ta vie prenait un nouveau tournant. Ouais. Alors en fait j'ai toujours détesté c'était un bien grand mot, en tout cas je savais que les boulots que je prenais ne me convenaient pas, ça j'étais très claire avec moi sur le fait que travailler en entreprise ne me plaisait pas, mais malgré tout je continuais et je persistais à rentrer un peu dans le cadre qu'on avait prévu pour moi parce qu'on me répétait sans arrêt que c'était la vie que je devais mener et puis en fait c'est en quelque sorte ce qu'on attendait de moi au niveau tu vois, de mon entourage, au niveau des pressions parentale que je prenais, au niveau de, tu vois, des normes sociétales que j'avalais sans me poser de questions. Donc en fait, pendant longtemps, j'ai tenu au mental, j'ai tenu vraiment un peu en serrant les dents, en serrant les fesses, tu vois, sur les nerfs. Donc j'ai vraiment continué pendant très longtemps en tenant vraiment juste au niveau du mental, mais mon corps a été beaucoup plus malin que moi parce qu'il m'a envoyé énormément de signaux qui, en fait, au tout début étaient très subtils et puis qu'il était de moins en moins. Donc, tu vois, ça a commencé par le fait que je rentrais chez moi après une journée de boulot et je me sentais mais épuisée, tu sais, je me sentais mais vidée de mon énergie, quoi. J'étais à plat, genre la batterie était morte et j'avais besoin de, tu vois, pour me régénérer, au lieu de faire des trucs archi utiles, j'avais besoin de m'ôter mon cerveau, tu vois, de le jeter à la poubelle et je faisais tout pour ne plus repenser à rien, ne plus rien ressentir. Donc voilà, je m'abrutissais devant des séries, je sortais, je buvais.
Qu'est-ce que je faisais encore? Enfin, vraiment, je dormais les week-ends, je dormais mais 14 heures par nuit parce que j'étais épuisée. Et en fait, je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit, ouais, c'est normal, je bosse beaucoup. Mais j'avais de l'énergie, j'avais plus d'énergie vitale dans le sens où j'avais plus vraiment d'enthousiasme. Tu sais, j'étais un peu excitée par rien, quoi. La nana blasée qui continue à bosser et à faire son métro boulot dodo. Donc ça, c'était les premiers signes que j'ai pas écoutés. Après ça, j'ai commencé à avoir des signes un peu moins sympathiques, genre m'évanouir. Donc ça m'arrivait par exemple de m'évanouir dans le métro. Ça m'arrivait de m'évanouir avant d'aller au boulot. Enfin, ça m'arrivait peut-être 5-6 fois où avant le boulot, bah, je me réveille, je suis quelqu'un gentiment m'a sorti de la rame de métro et m'a posé sur les sièges de la RATP. Enfin, tu sais, trop relou que la nana qui retarde tout le monde à 8h30 Le dans voyageur le métro. malade, c'est toi. Ouais, j'ai fait ça, et puis ça m'a pas suffi. Donc en fait, au niveau de mai-juin 2018, là, mon corps a pété un plomb. J'ai commencé à faire des crises de spasmophilie assez sévères, où je perdais complètement le contrôle de mon corps. Donc j'arrivais plus à déplier mes doigts, à déplier mes bras, mes jambes. Tu sais, je tombais à même le sol, j'avais du mal à respirer, j'avais l'impression d'être asthmatique. Je faisais des... Tu sais, j'étais vraiment en train de chercher tu sais, de l'air. J'avais l'impression d'étouffer vraiment physiquement. Je ressentais tout ça. Et puis après ça, j'avais le double combo, évanouissement, spasmophilie, crise de panique aussi, crise d'angoisse. Donc là, c'était la totale. Et j'avais beau aller chez les médecins, tu sais, chez les médecins, on me diagnostiquait rien de physique. En fait, les gens les médecins ont été jusqu'à penser que j'avais des maladies auto-immunes indétectables, tu sais, qu'on connaissait pas encore, parce que j'étais pas carencée, parce que physiquement, tout allait bien. Et toi, qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là? Est-ce que ça avait été ton réflexe de dire je dois avoir un problème médical En fait, j'avais du mal à conscientiser ça. Je savais que ça voulait dire que ça allait pas. J'avais juste du mal à me l'admettre. Et mon corps, il était prêt bien avant moi. Tu vois, il m'envoyait tous les signaux depuis longtemps et en me disant change quelque chose, quoi. Il faut que tu changes ta façon d'être, ta vie, enfin change les modalités. Mais j'avais tellement peur d'ouvrir les yeux sur ça qu'il a fallu que ça passe par le physique. Et en fait, j'ai l'impression que tu es presque plus écouté quand c'est ton corps qui lâche que simplement dire je suis pas heureuse, quoi. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un vrai point. Enfin, le burn-out, souvent, c'est un peu insidieux, ça se voit pas. Et pourtant, ça peut être très grave. Et je pense que c'est ce qui contribue au fait que les gens comprennent pas forcément ce qui est en train de t'arriver. Surtout si tu t'efforces un petit peu de le cacher et que c'est moins spectaculaire que tes évanouissements. Potentiellement, ça peut être juste tu te sens vraiment pas bien. Et au final, le corps, en réalité, c'est lui qui te lance les signaux d'alerte de plus en plus fort. Comme tu dis, tu me disais que tu t'étais carrément évanouie chez le médecin. Et je trouve que c'est super intéressant de se dire, en fait, le corps nous parle et en même temps, on se dit, ça me rassure parce qu'il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Moi, je me disais, j'espère que j'ai un problème. En fait, je rêvais de pouvoir dire, j'ai un problème de thyroïde. Je savais même pas ce que c'était, mais je me disais, ça m'arrangerait bien. Et quand le médecin m'a dit, en fait, ce que vous avez, c'est aussi grave que si vous étiez les deux jambes dans le plâtre. En fait, ça justifie tout autant de ne pas aller au travail. Je lui avais presque dit, poussez-moi dans l'escalier parce que ça m'arrangerait en fait de pouvoir dire, toujours plus tangible, de dire j'ai un problème Bien sûr. de physique. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai un moment, j'ai senti que j'étais sur un point de bascule où quand tu vois, j'avais une médecin qui me faisait faire plein de bilans de santé parce qu'elle cherchait une maladie auto-immune. Tu sais, j'ai un peu exploré l'idée dans ma tête. C'est horrible de dire ça, mais tu te dis, c'est un peu séduisant, c'est exactement ce que tu racontes, tu vois, en fait, si j'avais un truc assez grave déjà, les gens seraient inquiets pour moi, tout le monde ferait un peu attention à moi. Et puis ensuite, ça permettrait de mettre l'étiquette, de me labelliser, donc de me déresponsabiliser. Et puis en fait, d'attribuer ce vague à l'âme à quelque chose de vraiment concret. Et je pense qu'en fait, ce sursaut de dépression et de burn-out, ça m'a en fait permis de rebondir. Et je pense que si j'avais été dans la maladie, j'aurais continué longtemps à traîner des trucs... traîner une espèce de sale énergie, de mentalité et de vie qui ne me convenait pas pendant plus longtemps. Donc je suis très contente finalement de ne pas être rentrée dans ce cercle vicieux. Et ton entourage à ce moment-là, est-ce qu'il comprenait ce qui t'arrivait ? Parce que du coup, tu étais très jeune, tu avais quoi, 24 ans ? 24 ans, c'est vrai. Tu venais de commencer à travailler depuis quelques années. Comment ton entourage a réagi face à ce burn-out ? Ça met les gens extrêmement mal à l'aise. Pour être honnête, déjà, j'en ai pas parlé pendant longtemps. Et puis, à un moment, mon compagnon de l'époque me disait qu'il fallait vraiment que j'en discute avec les gens qui sont importants pour moi. Et puis, honnêtement,
À part une ou deux personnes, tout le monde détourne un peu les yeux. C'est gênant d'admettre ça. Les gens sont très mal à l'aise sur ces sujets-là parce qu'encore une fois, c'est un tabou et ça les remet face à eux-mêmes aussi d'une certaine façon. Donc, ils préféraient éviter le sujet. Moi, j'ai entendu des trucs de genre, c'est une petite déprime, ça va passer, ou tu sais, des trucs un peu. Et toi, tu sais que non, tu sais que c'est un moment hyper important de ta vie, tu sais que c'est pas là pour rien. Et il y avait peut-être une ou deux personnes qui m'ont vraiment regardé dans les yeux et qui m'ont dit, mais et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que tu vas faire et pourquoi est-ce que ça va. Et la majorité, en fait, sont, je pense, très très mal à l'aise. Donc c'était encore tabou et les discussions dont je rêvais, tu vois, que je voulais vraiment avoir hyper franches et peut-être guérisseuses ou tu sais, je sais pas comment dire. En fait, je les ai pas eues à ce moment-là, je les ai eues après. Et c'est intéressant parce que toi, tu avais déjà conscience que ce qui se jouait, c'était de cet ordre-là. Alors que moi, je sais que je me suis beaucoup raconté d'histoires sur ça va aller. Je vais faire une bonne nuit et ça va aller. Je vais faire un bon week-end et ça va aller. Je vais faire du sport et ça va aller. Ce qui n'était pas le cas. Et ça m'a mis vraiment des mois avant de me dire, en fait, il se joue quelque chose en toi de plus profond. Toi, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille que c'était plus grave que juste mon boulot me plaît pas en ce moment? En fait, tout simplement parce que ça faisait des années que je creusais ma tombe et que je le savais. En fait, la première fois que j'ai commencé à bosser, je me souviens quand j'ai fait ma première journée de boulot à un bureau dans une entreprise, j'avais la nausée, j'avais envie de vomir. Le soir même, j'étais épuisée et je me suis dit, mais tu sais, qu'est-ce que je fais là, quoi? Mais c'est ça, bosser, c'est ça la vie qui m'attend. Là, moi, quand j'ai fait mon stage d'exploration, tu sais, d'observation en 3e, là, même là, quand j'étais dans une entreprise en train d'observer quelqu'un bosser, je me suis dit, mais c'est atroce. Vraiment, physiquement, déjà, c'était le rejet. Donc, je savais que ce que je faisais professionnellement ne me convenait pas, et ce, depuis les tout premiers instants. Donc, si tu veux, c'est comme une espèce de douce montée en puissance qui faisait qu'à 24-25 ans, ça a explosé parce que ça faisait longtemps que ça couvait aussi. Et pourquoi est-ce que je me suis dit que c'était ça et que c'était important? C'est que je voyais pas comment je pouvais reprendre ma vie en faisant comme si de rien n'était et comment je pouvais normaliser le fait que je perdais le contrôle sur mon corps à 24 ans alors que tous les signaux étaient ouverts. Tu sais ce que je veux dire? Je peux pas aller chez le médecin et qu'on me dise votre bilan sanguin est bon, toutes vos vitamines sont bonnes, il y a vraiment aucun défaut physique, vous êtes en parfaite pleine santé et en fait à côté de ça, être dans un état de détresse profond, tant physique que psychologique. Je me disais, il y a un tel décalage, c'est juste pas possible et je peux pas continuer à cette vie-là. Et si je continue comme ça, je vais en crever, je vais en mourir. C'était vraiment, si je continue, je ne suis plus de ce monde. C'est soit je fais un cancer, si je continue encore disant ça, je fais un cancer, je fais, je développe une maladie qui me tue sur le coup, ou alors je me suicide. C'était tellement fort, c'est un espèce de sentiment de savoir au plus profond de tes tripes. Ouais, ça c'est vrai que c'est un vrai sujet. Je sais que moi, la psychologue que j'ai vue m'a dit, quand je lui ai raconté toute mon histoire, elle m'a dit, vous avez de la chance parce que les gens comme vous, souvent en fait, ils font un AVC ou une crise cardiaque dans leur open space. Et ça m'avait hyper marqué de me dire, moi qui ai été si fâchée contre mon corps, qui finalement... qu'ils mettent un peu un stop à ce petit tracé bien tranquille que je m'étais imaginé dans ma tête. Au final, potentiellement, en fait, mon corps m'a sauvée en m'envoyant des signaux qui, certes, ont été très forts. Et toi aussi, quand tu parles d'évanouissement, de crise de spasmophilie, c'est vraiment des choses pas agréables à vivre. Et pour autant, c'est le signe que ton corps, il avait envie que tu continues et que tu t'en sortes. Mais c'est fou, je pense que ce que tu veux pas t'avouer consciemment, ton corps, il le capte, il capte toutes ces énergies subtiles et il capte tes pensées. Et c'est pour ça qu'il faut s'en faire un allié plus qu'un ennemi. Et honnêtement, moi, je trouve que ça a été la meilleure chance que j'ai eue, c'est qu'il déclenche tout ce mal-être et tous ces signaux, parce que j'aurais pu encore continuer à m'enfoncer dans mes histoires et à continuer à tourner avec mon mental jusqu'à explosion, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que là, tu touches du doigt l'objet même en fait de ce projet que j'ai appelé un cadeau mal emballé parce que pour moi, c'est vraiment ça. C'est quand je l'ai vécu, certains très tôt m'ont dit, tu verras, en fait, c'est une chance de vivre ça. Ce que je trouvais un petit peu fort de café au départ, quand tu vraiment... je ne vais pas bien du tout, s'il vous plaît. Voilà, ouais, c'est toujours difficile de faire comprendre à quel point tu vas pas bien et à quel point tu as du mal à entrevoir qu'un jour tu seras contente de l'avoir vécu. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le cas parce que je me dis, j'ai gagné du temps, en fait. Et toi, d'autant plus, puisque... moi, on m'a déjà dit que c'était très jeune pour vivre une telle crise. Toi, encore plus, mais du coup, tu as gagné
t'as gagné des années de vie à te mettre sur ton bon chemin. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à te dire tout ça, c'était une chance finalement? Bien sûr. Après, honnêtement, si c'était à revivre, je le revivrais 1000 fois parce que je trouve que ça sert à rien d'avoir des regrets. Mais moi, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir perdu des années à, tu sais, porter des choses qui ne m'appartenaient pas, à faire des choses qui me convenaient pas, à mettre un masque et des costumes et à faire semblant d'eux. En réalité, moi, je trouve que quand j'ai explosé, c'était déjà vachement tard par rapport aux 5, 6, 7 années où j'avais déjà compris que ça ne me correspondait pas ce que j'essayais de reproduire. Ce qui me frappe dans ton récit, c'est que très jeune, très tôt, tu as su que tu n'étais pas sur ton bon chemin. Ouais. Là où moi, je me suis très longtemps menti là-dessus, de toute bonne foi, en me disant vraiment, c'est sûr que ça, c'est bien pour moi. Cette boîte, bah oui, les gens sont sympas, et puis on a plein de vacances, et puis de toute façon, il faut bien gagner sa vie. Et vraiment, c'était des histoires que je me racontais probablement parce qu'on me les avait racontées avant, mais que je m'étais appropriées en fait. Et toi, j'ai l'impression que très tôt, tu as su que c'était pas ça ton chemin. Ouais. Comment t'expliques que tu as pris quand même ce chemin-là? Je l'ai pris sous la pression sociétale et je l'ai pris aussi, c'est marrant parce que quand tu me demandais ce que j'étais comme petite fille, j'étais vraiment une petite fille weird, j'étais vraiment bizarre parce que je me suis toujours posé des questions sur le sens de ma venue ici, sur le sens de mon existence, sur le sens de la vie. Et en fait, on m'a toujours fait remarquer cette différence. Tu vois, j'avais pas beaucoup d'amis. Je me suis beaucoup fait taper à l'école. Enfin, tu sais, les maîtresses, elles étaient tout le temps désespérées. Elles appelaient mes parents en mode elle ne parle pas, c'est compliqué, c'est un enfant compliqué. J'ai fait sauter une première classe. À un moment, la maîtresse voulait me faire sauter une deuxième. Je me disais, mais c'est pas possible. Tu sais. Enfin, vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai vraiment ce sentiment de what the fuck depuis très jeune. Et en fait, j'ai tellement eu envie, tu sais, d'être comme les autres. J'ai tellement eu envie d'effacer ma différence. J'ai tellement eu envie d'adhérer à l'histoire qu'on avait prévue pour moi, qui était, bon, bah, toi, t'apprends vite, toi, t'es une bonne petite fille sage à l'école, bah, t'auras la chance de faire des grandes études, t'auras de la chance d'avoir un CDI. Pour mes parents, le CDI, tu vois, classe moyenne, c'est la sécurité de l'emploi, c'est le Graal. On m'avait dit, bah, tu vois, tu prendras un CDI, tu te marieras et t'auras des enfants. Et j'avais vraiment profondément envie d'adhérer à ce conte-là, à cette histoire-là, parce que c'est comme tout le monde, tu vois, j'avais envie d'être acceptée comme j'étais, j'avais envie d'être aimée, et je crois que j'ai fait tout ça parce que je pensais que répondre aux attentes des autres et aux attentes de la société, et mener la vie qu'on attendait et que je mène, ça me rendrait heureuse, et ça ferait en sorte que les autres m'aiment et que je m'aime en fait. Et en réalité, non. En réalité, je ne suis pas cette personne-là. Je ne suis pas une jeune cadre dynamique CSP+, qui va dominer le monde et faire 4 enfants et avoir un mari, je ne sais pas quoi. Non, je ne suis pas cette personne-là. Cette histoire, elle ne m'appartient pas. Et en fait, je trouve que jouer l'histoire de quelqu'un d'autre et jouer la vie de quelqu'un d'autre, c'est extrêmement dangereux. J'ai essayé, franchement. Heureusement que mon corps m'en a sorti. Heureusement que ce burn-out est arrivé parce que j'aurais été profondément malheureuse pendant encore 40 ans. Et en fait, moi, je me suis toute jeune posé la question de mon existence, posé la question de ma différence. Et quand je regarde en fait les vies en fait qui sont prévues un peu de cadres jeunes d'actifs, qu'on fait des grandes écoles, tout ce que tu veux, je me dis mais quelle est la finalité? Quelle est la finalité d'avoir un super boulot? C'est amasser plus de richesses, ok. Avoir une meilleure position sociale, ok. Donc ça veut dire plus de pouvoir, plus d'argent, ok. Ça ne veut pas forcément dire plus d'amour. Bon, faire des enfants, un mari, ça ne veut pas forcément non plus garantir que tu seras heureux. Tu vois, c'est un peu cette question de quel est le sens de tout ça? Je veux bien adhérer à cette histoire, mais je me rends compte qu'elle ne me convient pas, que je me rends compte que c'est pas moi. En fait, j'étais en décalage avec ça et je l'ai joué parce que j'ai bêtement cru que ça m'épanouirait, ce qui n'est pas le cas. Et heureusement que ce burn-out m'en a réveillée parce que ça m'a permis de voir le monde autrement et ça m'a permis de revenir à l'essence même de qui j'étais. Du coup, tu vois, tu viens de répondre à la question d'avant, qui était est-ce que tu trouves que c'était une chance? Oui, finalement? c'est une chance. Et je pense d'ailleurs, je le dis ici, que ma petite formule, c'est que pour moi, tu fais un burn-out quand ton âme, elle est tellement pas satisfaite et épanouie et assouvie, tu sais qu'elle hurle en toi. Et comme tu n'écoutes pas, elle est obligée de t'envoyer un coup de massue sur le crâne en espérant que tu te réveilles et que tu sois changé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et honnêtement, vraiment, je pense que c'est un cri du cœur. Ouais, c'est super intéressant ce que tu disais sur le fait d'être toi et de te dire que tu fais ta propre partition. J'avais lu une phrase qui disait soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Mais oui. Et c'est vraiment ça, mais en même temps, c'est tellement difficile de savoir qui on est nous-mêmes. Et moi, je sais qu'on m'a dit tu peux faire ce que tu veux. Mais la réponse qui me venait, c'est je ne sais pas. En fait, je ne sais même plus ce que j'ai envie de faire parce que j'ai mis tellement de choses dans ma tête, d'injonctions, de je dois, il faut que ça va faire plaisir à,
que je ne sais plus, malgré le champ des possibles devant moi, ce que j'ai envie de faire. Et c'est ça qui est tout à reconstruire, en fait. Et je me demandais, est-ce que tu t'étais interrogée sur la place du féminin dans ce qui t'est arrivé, à quel point pour toi, c'est vécu différemment parce que t'es une femme? Moi, je pense que la question du féminin, elle joue un rôle important dans la mesure où, en tant que petite fille, on reçoit plus d'injonctions que de la part des garçons. En tout cas, c'était vrai pour l'éducation que j'ai reçue dans les années 90. À l'époque, on se posait moins ces questions du genre, on se posait moins la question de la libération du féminin. Donc, on avait encore plus tendance à enfermer les petites filles dans ces rôles de dès toute petite, il faut pas que tu ailles dehors, c'est dangereux, tu vas te faire mal, ne sois pas aventurière. Tais-toi, laisse parler les adultes, laisse parler les garçons, sois pas bruyante, sois sage, sois dans ton coin. Enfin, moi, on m'a beaucoup, en tout cas, c'est vrai pour mon histoire personnelle, on m'a beaucoup demandé d'être sage. Attends, déjà, je bougeais pas une oreille, mais on m'a demandé de me taire, de m'invisibiliser, de pas déranger, d'obéir, de baisser la tête, de dire merci, d'être humble, d'être ceci, d'être cela. Donc tu commences à porter le regard de tout le monde et le poids des choses très jeune. Très jeune aussi, on te dit que le monde est dangereux. Quand tu es une petite fille, attention, tout est dangereux, il faut pas aller au-delà de ce qui est prévu pour toi. Un garçon, il peut, mais pas une femme. Je crois qu'après, quand tu deviens la puberté, le monde encore est dangereux, le mal est dangereux. Je crois qu'il y a enfin, tu vois, on commence à porter le regard de tout le monde sur nos épaules. Et puis, en fait, c'est très... en tout cas, à l'époque, c'était vrai. C'était très demandé aux femmes de... Tu sais, on te dit, ouais, une femme, c'est sensible, c'est doux, c'est ceci, cela. Enfin, en tout cas, ça doit être comme ça. Et en plus, ça doit porter les émotions des autres. Et en plus, ça doit jouer cette espèce de rôle d'harmonisatrice dans les groupes. Ça doit prendre sur elle les émotions des autres. Moi, c'est un peu beaucoup ce qu'on me demandait. C'est, en plus, déjà, je devais fermer ma gueule, mais je devais faire en sorte que les autres se sentent bien. Donc, tu commences à avoir une espèce de charge mentale très jeune qui s'accumule. Et en fait, elle joue sur tous les plans. Elle joue sur le plan de ton physique parce que très jeune, tu sais ce que c'est, toutes les femmes savent ce que c'est, mais le regard de l'homme jeune sur toi alors que t'as pas encore conscience de tout, le poids du danger, enfin, il y a tellement de choses qui se jouent. Et puis quand tu regardes à grande échelle, les femmes sont peu représentées dans les postes de pouvoir, elles sont encore invisibilisées, on leur prend leur parole, on fait tout pour les réifier. Et je crois que c'est une souffrance qu'on porte tout en nous et qu'on a tendance à banaliser, qu'on a eu tendance pendant longtemps à banaliser et à juste intégrer comme un fait acquis, qui aujourd'hui, enfin, Dieu merci, commence à exploser et on remet en question tout ce qu'on a pu apprendre. Mais je crois qu'il y a un désapprentissage nécessaire à faire pour toutes les femmes qui ont été le produit des éducations du patriarcat qui a vachement genrer les choses, quoi. Et je dis pas que les hommes n'ont pas de souffrance, parce que je crois que les hommes, ils portent d'autres souffrances qui sont qu'on leur demande sans arrêt, tu sais, de pas être vulnérable, d'être fort, de pas dire leurs émotions, on leur demande d'avoir de l'ambition et de gravir des échelons et des espèces de Superman à la James Bond. Et je crois que ça aussi, ça leur fait énormément de mal. Mais en tout cas, en tant que femme, on a et très jeune, le poids des responsabilités et le poids des émotions des autres et le poids des attentes de tout le monde sur nos épaules. Et ça a beaucoup, beaucoup joué dans le fait que je me sentais le devoir d'être une espèce de superwoman, de jeune cadre dynamique. C'est normal qu'une femme pète un plomb quand on lui demande d'être super belle, super intelligente, gagner sa vie, mais pas trop, et puis plaire, et puis être maquée, et puis être une pondeuse d'enfants, quoi. C'est vrai que c'est intéressant, enfin, la question du burn-out chez les femmes ou chez les hommes. Moi, j'ai reçu beaucoup de témoignages ces derniers jours et c'était essentiellement des femmes. J'ai reçu des messages de soutien des hommes, mais j'ai pas reçu de partage d'expérience. Et je pense que ça tient en partie au fait qu'on leur apprend à justement se montrer invulnérable et donc à pas dire quand ils ont une difficulté comme celle-ci. Et en même temps, je crois et je leur souhaite qu'ils le vivent un peu moins. Parce que ils se sont peut-être mis moins d'injonctions, ils ont peut-être moins rempli leur petit sac à dos de tout ce qui devrait être fait. Et au final, nous, on se trimballe un sac à dos qui pèse un sacré poids, que on pourrait nous dire à juste titre que personne nous oblige à le mettre, mais en réalité, c'est plus insidieux que ça. On l'a rempli toute notre vie de toutes ces injonctions à devenir la femme parfaite et la professionnelle parfaite et la mère parfaite. Et parfois, je pense que c'est ça qui fait que ça déborde, quoi. Bah, bien sûr. Mais en vrai, quand tu regardes, moi, je me souviens en entreprise à 24-25 ans, tu sais, il se jouait des trucs dans ma tête de il faut aller vite parce que tu as toujours, quand tu es une femme, le temps contre toi. Donc, la fertilité, le faire des enfants, il faut arriver à un certain niveau de carrière avant les 30 ans où ta fertilité diminue, blablabla. Tu as les questions de waouh, il faut que j'y arrive, mais il faut pas que les gens pensent que j'ai couché avec mon boss ou que j'ai eu une promotion. Ou, mine de rien, avec cette éducation un peu genrée où on dit bah, la femme est douce, féminine, elle a des émotions, blablabla, et elle prend
les émotions des autres pour elle. Moi, je me demandais sans cesse comment allaient les gens dans mon équipe. Je sais pas si c'est le cas pour les hommes, mais moi, je passais mon temps à me dire j'espère que tout le monde va bien. Oh, il faut que je prenne un café avec tel collègue pour vérifier qu'il va bien. Et en plus, il faut que je fasse attention à comment je suis habillée et à pas attirer les regards et à pas trop briller, mais à pas non plus être une cruche de base parce que mais tu te dis mais tu peux pas t'en sortir en fait avec tous ces sujets-là. Enfin, je veux dire, sur chaque plan, on est en train de porter des choses qui nous appartiennent pas. Je crois que nous, il n'y a pas un domaine auquel on échappe au regard de l'autre et aux attentes de tout le monde. Et du coup, comment tu t'es sortie de cette impasse, j'ai envie de dire? Voilà, tu te retrouvais dans un boulot où ça n'allait plus, ton corps t'envoyait des signes de plus en plus forts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement pété un plomb. Enfin, mon corps a parlé pour moi et j'ai tout lâché du jour au lendemain. J'ai été, en fait, j'ai été explorer cette part de noirceur en moi. Tu vois, j'ai été explorer ce désespoir, ce mal-être. Je l'ai vraiment ressenti au plus profond de moi. Et puis jusqu'à ce que je sois au fond de la piscine, face au mur, appelle ça comme tu veux, mais jusqu'à ce que je me dise et maintenant, tu vois, et après. Et j'ai été pendant un moment face à cette question de, tu vois, est-ce que je m'ôte la vie ou est-ce que j'ai encore envie de me maintenir en vie et tu vois, de rebondir et de faire quelque chose. Et honnêtement, quand tu es vraiment au fin fond du désespoir, que tu es vraiment déprimé, c'est hyper difficile de pouvoir penser qu'il y a un après. Donc pendant plusieurs mois, je me suis posé la question de savoir vraiment si je voulais mourir, quoi, tout simplement. Et ça, c'était le début, ce cheminement-là, c'était le début d'une nouvelle vie, tu vois, c'était le début d'un rebond qui est venu après, mais j'ai tout arrêté du jour au lendemain, j'ai vu personne et j'ai fait un temps d'introspection hyper long. C'est hyper important, enfin, tu vois, on parle de potentiellement vouloir en finir avec la vie, alors que je pense que l'entourage, souvent, est à 1000 lieues d'imaginer que quand on dit que ça va pas, c'est à ce point-là que ça va pas. Parce que, comme on disait, enfin voilà, t'as tout pour être heureuse sur le papier et t'es la première toi-même à te dire je comprends pas ce qui m'arrive. Et c'est hyper important de le dire, en fait, pouvoir oser dire aux autres, voilà, en fait, je vais mal et je vais mal à ce point-là. C'est libérateur et ça peut sauver la vie parce que c'est juste se le verbaliser à soi déjà. Ça te met sur le chemin de te poser la question et donc le premier pas vers la guérison ensuite. Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est venu, honnêtement, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas voulu entendre pendant des années que ce que je faisais n'avait pas de sens pour moi et qui me rendait malheureuse, c'est que, premièrement, oui, c'est ce qu'on attendait de moi, mais deuxièmement, je suis vraiment née dans les meilleures conditions, tu vois, possibles. J'ai eu énormément de chance, je suis vraiment très très privilégiée. Donc en fait, m'avouer que ça n'allait pas, ça venait avec énormément de culpabilité mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que je suis pas heureuse? Enfin, j'ai tout. Je peux pas, tu vois, pourquoi est-ce que je suis pas satisfaite de ça? Pourquoi je suis pas capable de me satisfaire de ce que j'ai? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce qui est pas normal? Encore une fois, pourquoi je suis différente? Pourquoi je suis... Et j'ai essayé pendant longtemps de me satisfaire de ce que j'avais, mais ce que j'avais était trop superficiel par rapport à ce que me réclamait la part la plus authentique de moi. Et tu sais, parfois on dit c'est des problèmes de riches de se Oui. demander ça. Et en fait, moi, vraiment, pendant un moment, je comprends ce que tu dis sur la culpabilité de se dire attends, ça va, quoi, il y a pire, en fait. Mm. Et finalement, moi, j'ai un peu retourné le truc et je me suis dit, si moi, je n'essaye même pas d'être heureuse, alors que justement, on m'a donné toutes les bonnes cartes dans la vie pour réussir à l'être, en fait, c'est presque mon devoir que de tout changer, justement, parce que j'en ai l'opportunité, en fait. Et de pas me cantonner dans une situation qui, sur le papier, pourrait plaire à beaucoup d'autres qui n'ont pas ma chance. Moi, j'estime que c'est vraiment normal maintenant que je remette en question si ça me rend pas heureuse et que je cherche et que je continue à chercher ce qui va me rendre heureuse. Et je le fais aussi pour ceux qui peut-être se disent qu'ils n'ont pas le loisir de se poser la question. Ouais, mais c'est marrant, j'avais parlé avec une psy à l'époque qui me disait, mais justement, en fait, quand on arrive à tout avoir, mais qu'on s'en satisfait pas, enfin, tout avoir en mettant des masques en superficiel et en sans vraiment poursuivre vraiment ce que ton moi supérieur, on va dire, réclame, en fait, en règle générale, c'est pas, enfin, comme on a tout, on a plus le temps de se poser la question du sens, même inconsciemment. Et donc, du coup, on laisse de la place à une réflexion qui n'est pas basée sur la survie, sur le besoin vraiment primaire, matériel, etc. Et donc, du coup, c'est, comme on a ce loisir de se poser la question, on est plus à même de se dire que la réponse est qu'on n'est pas malheureux si on n'a pas, enfin, qu'on est malheureux si on n'a pas mis en place les vraies bonnes choses qui comptent, à savoir
qu'est-ce qui moi me plaît, qu'est-ce que moi j'aime, quoi. Et elle me disait justement cette aussi que généralement, t'étais aussi plus à même de faire des grandes choses quand tu te posais cette question du sens et que t'avais pas tout ce travail de il faut déjà que j'échappe à mes conditions et à mon milieu, quoi. Tout à fait. Et du coup, tout à l'heure, on parlait du corps qui t'avait lâché. Quel a été ton chemin de réconciliation avec ton corps ? Je pense que la première chose que je conseille, c'est de passer du temps avec soi-même, vraiment seul, mais sans influence extérieure, pour savoir déjà comment on est fait, qui on est fait, ce qu'on n'aime pas, etc. Et moi, j'ai compris que ce qui me conviendrait, ce serait un mélange de d'astuces, de thérapies, de méthodes, etc. Qui n'est pas en fait pour moi une méthode de guérison. Donc j'ai fait beaucoup de choses. J'ai exploré plein de trucs, tu vois. Je suis allée explorer la thérapie, je suis allée explorer le soin énergétique, des choses archi-physiques comme, tu vois, le sound healing quand tu écoutes des sons pour te guérir, tu vois, la thérapie par l'art, par les animaux. Je suis allée explorer la médecine non traditionnelle, les médecines douces, le chamanisme. Enfin, vraiment, j'ai exploré énormément de choses qui me faisaient, on va dire peut-être presque des électrochocs physiques, ou en tout cas, ça me faisait explorer ma part de physique. J'ai même repris des nouveaux hobbies, tu vois, des sports doux, j'ai repris l'art, j'ai fait vraiment plein de choses. Et à chaque fois, je me demandais, est-ce que ça m'apporte de la joie ? Oui, non. Est-ce que j'ai envie de continuer ? Oui, non. Est-ce que j'ai envie d'explorer ? Oui, non. Qu'est-ce qui m'a plu dans ce truc-là ? Qu'est-ce que je peux amener avec moi pour me faire une espèce de petit bagage pour la suite ? Et encore aujourd'hui, tu vois, j'applique un peu des méthodes prises à droite, à gauche et qui, à moi, me correspondent. Donc, comment je me suis réconciliée avec mon corps ? Je suis allée tester plein de choses. J'ai appris à l'apprivoiser, j'ai lu énormément sur le sujet et puis j'ai plein de petits rituels aujourd'hui que je mets en place qui font que j'essaye de me donner un maximum d'amour et tu vois, j'essaye de faire en sorte que tous les deux on est archi complices et on s'entend bien. Et est-ce que tu peux nous parler de quelques-uns de ces petits rituels ? C'est super intéressant Ouais. de voir comment dans la durée tu inscris, parce que je comprends, parfois on a comme ça l'élan de tester plein de choses, de se dire il faut vraiment que j'explore, mais comment on inscrit dans la durée une pratique qui fait qu'on va prendre soin de soi durablement ? Ouais. Du coup, tout ça, passer du temps avec soi et explorer, ça permet de savoir ce qui nous convient. Donc moi, j'ai changé, en parlant des trucs de base, j'ai changé vraiment tout ce qui est alimentation santé. Donc ça faisait des années que j'étais végétarienne et tout, mais j'ai enlevé encore plein d'autres aliments. Je bois quasiment pas du tout d'alcool. Vraiment, je bois très peu d'excitants comme le thé et le café. Donc, tu vois, juste ça, un changement de base dans mon alimentation, c'est un truc qui a perduré. Ensuite, dans mes petits rituels, j'ai d'abord beaucoup passé de temps à guérir mon corps physiquement, donc changer l'alimentation et beaucoup dormir. Puis après, énergétiquement, donc je suis allée voir beaucoup de guérisseurs qui ont réparé mon âme, qui ont enlevé des choses, du karmique, des entités pour les personnes à qui ça parle. Donc, on va dire des énergies un peu négatives que j'ai levées. Je suis allée guérir des traumas physiques que j'avais eus, tu vois, des traumas qui ont fait des petites encoches dans mon corps. Donc, tu vois, on a tous un peu nos niveaux de... Donc, j'ai passé beaucoup de temps à guérir, en fait, différentes enveloppes de mon corps. Parce que moi, je fais partie des gens qui croient qu'il y a plusieurs enveloppes. Il y a l'enveloppe physique, mais tu as ton corps énergétique, émotionnel, etc., qui a différentes couches. Donc, j'ai beaucoup fait ça. Je parle beaucoup à mon corps, tu vois, genre tous les jours je le remercie, je fais beaucoup de pratiques encore aujourd'hui, des petits rituels d'amour et de gratitude. Donc ça va passer par, tu vois, je bénis un peu ma nourriture dès que je mange parce que je me dis, tu vois, c'est des bonnes choses que je lui donne à manger, qui vont lui faire plaisir, qui vont me faire du bien. Je passe du temps à m'ancrer tous les jours dans la méditation, en pleine conscience, tu vois, à retrouver un certain équilibre, à scanner mon corps, à lui vérifier que tout est en place, qu'il se sent en sécurité, qu'il se sent pas menacé, qu'il se sent bien. Je lui parle toujours avec amour, tous les jours. Je lui dis que je l'aime, je lui dis que je le remercie. Donc vraiment, il y a plein de petits rituels qui vont jusqu'à des choses très superficielles. Tu vois, même mettre du maquillage aujourd'hui ou lui mettre une petite crème ou bien m'habiller, je le fais en pleine conscience en me disant que l'intention qu'il y a derrière, c'est toujours la même, c'est une intention de gratitude et d'amour. Et que je fais les choses pour moi, parce que je m'aime, parce que ça me plaît, parce que ça m'apporte de la joie. Donc j'ai vraiment des rituels qui sont tant au niveau... primaire comme la nourriture, que superficielle, genre le maquillage, l'habit. Même, je suis désolée, mais me faire les ongles, tu vois, j'ai mis un peu de couleur sur mes ongles parce que quand j'étais archi déprimée, c'était pas quelque chose que j'étais en capacité de faire. Aujourd'hui, je le mets parce que je me dis que c'est une petite touche de joie que je m'apporte. Et puis, il y a des choses que je travaille, tu vois, au niveau énergétique, au niveau... tu vois, je suis hyper attentive au fait que l'énergie circule bien dans mon corps, qu'il emmagasine pas de tension, qu'il n'emmagasine pas de traumatisme, qu'il a libéré les émotions, que tout vraiment circule
correctement, quoi. Donc, je suis hyper attentive à l'enveloppe physique, la matière, tu vois, la 3D et tout ce qui est derrière plus subtil, les corps énergétiques. Ouais, c'est top parce que c'est vrai que comme le problème est venu de là, en fait, c'est génial de passer du temps comme ça Ouais. à réparer aussi cette partie-là, quoi. Et tu vois, je pense aussi qu'en réalité, ton corps, il sait tout. Et que moi, il y a énormément de choses qui passent par mon corps, notamment les intuitions. Tu vois, ça m'arrive quand je vois quelqu'un de, tu vois, me sentir mal. Si je Mm. me sens mal après avoir vu quelqu'un, maintenant, je ne le vois plus, tu vois. Je n'ai plus l'espace mental et le temps et l'énergie à consacrer à quelqu'un qui me met down. Si je vais dans un endroit et que l'énergie, je ne la ressens pas dans mon corps, tu vois, c'est une forme d'intuition, bah, je n'y vais plus. Si je fais une activité qui me, tu vois, qui m'envoie pas les bons signaux physiquement, j'arrête. Enfin, vraiment, honnêtement, aujourd'hui, bah, j'écoute à 200% mon corps, ce que j'ai pas fait pendant des années. Et à chaque fois que même j'ai une bonne idée, bah, je me rends compte maintenant que quand j'ai une bonne idée, j'ai une espèce de petite volte d'électricité qui me traverse le corps, j'ai de la joie dans... Tu sais, j'ai plein de petits papillons dans le ventre, j'ai le cœur qui bat vite, j'ai la chair de poule. J'ai su en fait apprendre à reconnaître les bons signaux et les mauvais signaux. Et en fait, je me sers de mon corps comme un espèce de compas, comme une espèce de boussole d'orientation dans ce que je dois continuer et ce que je dois laisser tomber. C'est super intéressant. Et du coup, aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Comment tu conjugues cette vie de chef d'entreprise avec... qu'est-ce que ça a changé dans ta façon d'entreprendre? Parce que c'est vrai qu'on s'imagine souvent les entrepreneurs comme des gens qui bossent 20 heures par jour en mangeant des sandwichs. Toi, comment est-ce que tu as réussi à concilier ton ambition professionnelle et le fait de continuer à prendre soin de toi Alors déjà, j'ai identifié le mythe fondateur, qui était un peu, tu sais, comme toutes les histoires qu'on se raconte ou que j'ai pu me raconter avant. Moi, je n'achète pas le mythe de la Startup Nation. Ça ne me correspond pas. Quand j'ai un peu rencontré au début d'autres entrepreneurs, quand j'ai entendu des gens qui bossaient 80 heures par semaine, qui dormaient 4 heures par nuit parce que dormir, c'est une perte de temps, moi, c'est juste pas possible pour moi. C'est un rejet total de cette façon de faire, de cette façon d'être. Je n'adhère pas à la hustle culture, tu vois. Genre, pour moi, c'est débile. C'est quoi la hustle culture? C'est, tu sais, un peu à l'américaine, genre le go, 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 la culture de pour réussir, il faut bosser 80 heures par semaine et puis amasser un tas de richesses. Mais en fait, il faut être dans l'effort constant, tu vois, il faut être dans l'autodiscipline, dans la contrainte. T'as beaucoup d'anciens mecs de l'armée américaine ou des espèces de gros coach motivational speakers qui sont un peu dans ces discours-là, quoi, et qui vendent des best-sellers de pourquoi est-ce que ma boîte a marché, pourquoi est-ce que j'ai levé 100 millions ou fait 1 milliard d'euros. Bah, c'est parce que moi, j'entends des trucs, je me lève à 4h, 5h du matin, je commence la journée par 1 heure de course à pied, ensuite je mange 6 œufs blancs pour avoir plein de protéines. Enfin, tu sais, mais moi, c'est une hérésie pour moi, tu vois. Mais attention, n'oubliez pas de vous prévoir 2 heures par semaine pour gérer vos relations. Mais non. Pour moi, tout est antinaturel. En fait, pour moi, cette énergie, tu vois, c'est une énergie qui appartient à l'ancien monde. C'est un peu l'énergie du patriarcat où le masculin sacré l'emporte. On est dans une énergie de faire, de bâtir, de la contrainte, d'aller vite, de la performance. Moi, j'achète pas ce mythe-là. Donc, comment est-ce que je suis une chef d'entreprise? Je suis une chef d'entreprise qui fait pas forcément les choses de façon très conventionnelle. Moi, je bosse pas 8-9 heures par jour. Honnêtement, je bosse, je pense, 5 heures par jour. Je bosse de façon extrêmement fluide. Je bosse un peu dans un espèce de flow créateur, quoi. Les choses viennent avec facilité, de façon extrêmement fluide. S'il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire sur le moment. Bon, après, faut pas remettre de côté, enfin, faut pas mettre de côté longtemps les contraintes administratives, mais s'il y a des choses que je sens pas au fond de moi, je ne les fais pas ce jour-là, je les mets à plus tard. J'essaie de bosser dans la joie et la bonne humeur. Si je sens qu'au cours de la journée, j'ai besoin de m'arrêter, de faire une pause pour, je sais pas, dormir, méditer, je le fais. Vraiment, je m'écoute sans arrêt. Je fais les choses avec plaisir et avec amour et pas justement par contrainte. Honnêtement, tu vois, les gens passent leur temps à me dire il faudrait que tu fasses un max marketing digital, il faudrait que tu lèves de fonds, des ceci, cela. Moi, pour l'instant, la question de lever des fonds, embaucher et tout, elle n'est pas totalement résolue. Je ne suis pas encore fait d'avis là-dessus. Donc, pour l'instant, tranquille, Bill. Je dis les choses que j'ai à dire à mes clientes dans la communication. Enfin, vraiment, tout vient avec facilité, avec fluidité. Je suis vraiment en mode slowprenariat. Je prends mon temps. Je fonctionne pas non plus. Je vends des produits en B2C, donc directement aux clients. Je fonctionne pas sur un calendrier commercial. Genre, vraiment, je ne vois pas l'intérêt. Je mets pas la pression à mes fabricants pour fabriquer vite. On y va vraiment tranquille, posé. On fait les choses presque dans l'ordre naturel et on se calme, tu vois.
Et ça marche. Et parce ça que marche. je tiens quand même à dire que du coup, tu as quand même créé une boîte il n'y a pas si longtemps qui est déjà rentable, tu arrives à te payer. Tu as une communauté de presque 10 000 personnes sur Instagram, tout ça sans marketing, donc sans investissement derrière, vraiment de l'organique grâce au contenu que tu crées. Donc je trouve que tu as vraiment, j'ai l'impression que tu as vraiment trouvé le cercle vertueux qui fonctionne. Et je suis sans cesse en train de lutter, tu sais, contre les discours qu'on me donne, les attentes des autres. À chaque fois, je vois des gens me disent, mais enfin, tu devrais faire ci, ça, tu devrais faire de la publicité. Et ben en fait, non, tu vois, je m'écoute, même dans mon business, je m'écoute et je fais les choses autrement. Et je pense que ça marche parce que l'intention derrière, elle est pure, parce que l'énergie, elle est bonne. Et parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer vraiment des relations de confiance dans la durée avec les clientes. Et que j'ai une base hyper solide de clientes et qu'en fait, c'est un bouche-à-oreille qui est très fort. Et je prends énormément de plaisir à dessiner les produits. Et je gagne pas des 100 et des 1000. Et tu sais, je suis pas la personne qui amasse le plus de richesse. Mais ma vie me convient très bien. Le business tourne. Et voilà, il tourne de façon organique. Mais parce que je fais pas les choses de façon conventionnelle. Et moi, ça me va. Et je crois que l'ancienne façon de faire, elle est derrière nous. Et je crois qu'aujourd'hui, on arrive dans un nouveau monde du travail avec des nouvelles énergies. Et que ce qui a marché dans le passé ne marchera pas demain. Du coup, aujourd'hui, quels sont tes projets pour la suite ? Être toujours plus ancrée dans la créativité, vraiment parler avec le cœur de façon authentique, faire écouter ma voix, tu vois. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît, en tout cas, dans le business. Et je crois que c'est vraiment aller davantage encore vers la création. Moi, je vis une histoire d'amour hyper forte avec mes fabricants, que j'adore et qui sont géniaux. C'est une petite coopérative agricole à l'autre bout du monde. Et je crois que j'ai encore envie de parcourir le monde pour rencontrer des gens géniaux et de laisser la vie opérer sa magie. Donc, j'ai pas de plan hyper défini, mais j'ai hyper à cœur mon bien-être, j'ai hyper à cœur mon épanouissement et j'ai hyper à cœur le fait de vivre une vie qui me plaît, dans laquelle je peux être la plus authentique possible. Et je peux être vraiment aussi weird et bizarre et chelou que tu veux, mais en tout cas être parfaitement en accord avec qui je suis, être moi de façon décomplexée et tu vas pouvoir amener cette énergie-là partout où je vais. Est-ce que ça te fait encore peur aujourd'hui de te dire j'ai fait un burn-out et du coup ça pourrait me réarriver, ou est-ce que tu te dis pas ça ? Non, je pense pas que ça puisse me réarriver, honnêtement. J'essaie d'imaginer, mais honnêtement, je me sens tellement forte sur mes bases, tellement sûre de moi, et pour la première fois de ma vie, j'ai, tu vois, cette espèce de flamme sacrée qui brûle et je suis vraiment en contact avec mon cœur, avec cette énergie-là, que je pense que rien ne peut faire basculer. Et je me sens honnêtement hyper sereine parce que mon sens de la sécurité, il est dans mon cœur, il est à l'intérieur, il ne dépend pas de l'extérieur. Parce que j'ai désappris énormément de choses que j'avais gobées pendant des années. Donc mon désapprentissage, il était long, mais c'est comme si en fait je m'étais éveillée à un monde nouveau. C'est comme si, tu vois, mon éveil spirituel, il s'était fait en même temps, que maintenant ma vision du monde, c'est à travers mes propres yeux à moi, et il voit en fait pour la première fois ce que j'ai envie de voir. Il voit avec mon âme en fait. C'est comme si je voyais les choses pour la première fois d'un regard neuf et d'un regard qui était pas teinté par les discours des autres, les attentes, le conditionnement. Et je me sens profondément libre et profondément sereine et profondément forte. Et en fait, cette histoire de burn-out, pour moi, c'est l'histoire de la réappropriation d'un pouvoir personnel. Et pour moi, c'était la descente aux enfers pour, bien évidemment, renaître de descendre, mais pour se transformer. C'est une énergie qui est, pour ceux qui aiment l'astrologie, très scorpion. C'est une énergie scorpionesque. Et c'est vraiment une bénédiction, tu vois, comme j'ai jamais connue. Et qui me donne aujourd'hui, je pense, de la légitimité et qui me donne encore plus d'amour et de bienveillance et, tu vois, qui teinte tout ce que je fais, peut-être aussi de bienveillance dans ma façon de voir les autres et de me voir moi. C'est-à-dire que je peux comprendre que le monde va mal, que les gens vont mal, que les gens se racontent des histoires. Je peux comprendre parfois où ils sont. Tu vois, j'entends encore des choses chez mes amis où je me dis, OK, ils sont pas sortis de leur conditionnement, ils sont pas en train de vivre leur mission de vie, ils sont pas vraiment eux-mêmes. Et tu vois, je peux entendre ça et voir ça et le comprendre avec tout l'amour du monde et accueillir l'autre avec bienveillance et m'accueillir moi-même avec bienveillance. Donc honnêtement, ça m'a rendue vraiment meilleure, je pense, sur tous les plans. Ça a fait de moi, je pense, une meilleure personne et ça m'a ouverte à un monde de possibles, à un monde où je m'aime, où je vois la vie comme une chance, comme une opportunité, où je suis pleine de gratitude et de joie tous les jours, mais où je sais que le travail sur soi, il est continu. Et je sais que ça va durer une vie.
Et plus j'apprends et plus je me rends compte, bien évidemment, que je ne connais rien et qu'il me reste encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de progrès à faire. Mais chaque jour, je suis un peu plus fière de moi et j'aime un peu plus ce monde et la personne que je suis. Et c'est horrible de devoir passer par cette phase de burn-out, de dépression et d'état dépressif suicidaire pour se dire j'accueille enfin la vie comme j'aurais dû l'accueillir dès le début. Et waouh, en fait, la vie est magique et la vie est merveilleuse et c'est à moi d'en faire ce que je veux. Et tu sais, j'ai l'impression d'être. Tu sais, t'as un peu ce truc de. Quand tu rencontres des gens, maintenant, tu sais un peu repérer les survivants, quoi. Tu sais un peu voir les gens qui sont passés par ces étapes de transformation, qui ont vécu... Moi, juste après, j'ai vécu une espèce de nuit noire de l'âme où vraiment je suis descendue. Quand je te disais, j'étais déprimée, mais après, j'ai eu une espèce d'énorme éveil spirituel où je me suis ouverte à d'autres façons de voir le monde et voir l'énergie et comprendre mon âme et comprendre l'histoire du monde. Et en fait, je sais repérer maintenant un peu les gens qui ont vécu ça. Et il y a une espèce de communauté qui s'agrandit un peu tous les jours. Et je crois que tout le monde a en fait envie de... Ouais, tout le monde a envie d'être heureux, tout le monde a envie de s'aimer, tout le monde a envie d'aimer sa vie et de pas simplement vivre, mais d'exister pleinement, tu vois. Et je crois qu'on a tous cette espèce d'énorme dalle en nous qui demande qu'à s'exprimer, qui demande qu'à être nourrie. Et c'est à nous de faire en sorte... de mener les vies qui nous correspondent en dépit d'eux et malgré tout ce qu'on ingurgite en termes de discours et de conditionnement. Donc, ouais. Mais c'est hyper beau ce que tu dis et c'est vraiment plein d'espoir de se dire que voilà, tu t'es trouvé sur ce chemin-là et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi le fait que ça va durer toute une vie d'apprendre sur soi. Je trouve qu'on n'a pas trop été conditionné à ça. On n'a jamais trop appris à apprécier le chemin. On est très orienté sur le résultat. Moi-même, je me disais, je veux bien apprendre des trucs sur moi si ça me permet d'aller mieux et de passer à la suite. Et je commence tout juste à comprendre qu'en fait, c'est jamais terminé de savoir, d'apprendre et de remettre en question ce que tu as appris. Mais je crois profondément comme toi que le fait d'être authentique et en alignement avec ce pourquoi tu es fait et vraiment de te sentir bien à ta place pour toi, sans se demander sans arrêt ce que les autres vont en penser. Je sais pas si ça nous protège pour toujours, mais en tout cas, c'est un super garde-fou de savoir qu'il y a ça et qu'on est enfin sur notre bon chemin. Ouais. Après, tu vois, moi, je sais que ce chemin-là, il va prendre plein de tournures à d'autres moments, qu'il y a plein de choses que j'ai pas anticipées, que je peux pas prévoir. Et aussi être dans cette espèce de, entre guillemets, sagesse ou cette espèce de sérénité par rapport à toi, par rapport à ton histoire, avec qui tu es, être OK avec toi, avec tout. Et je crois que ça permet aussi d'appréhender le futur de manière hyper sereine. Je pense que ça laisse la place dans la vie aux opportunités, aux surprises. Ça permet d'accueillir la chance, ça permet d'accueillir l'abondance, ça permet d'accueillir l'amour. En fait, je pense que ça laisse vraiment la place à beaucoup de belles choses dans la vie et de plus être dans le contrôle, d'être dans cette espèce de lâcher prise. Tu dis que c'est un garde-fou peut-être que pour maintenant, mais je crois que si tu arrives à être centré à ce point-là, ça te permet de survivre à tout. Tu vois, moi, en vrai, ma boîte, elle marche super et tout. Ça m'a pas empêché de connaître des difficultés. J'ai eu plein de moments où c'était vraiment dur, où j'ai pris dans la gueule plein d'imprévus, plein de mécontentements. J'ai pris plein de moments où il m'est arrivé des trucs vraiment tendus. Mais c'est juste que, en fait, tu les prends de façon tellement différente. Tu sais, quand tu as du recul sur toi, sur la situation, où tu sais que ton toi authentique, que ton âme, elle n'est pas menacée. Moi, si avant, je prenais une remarque, je sais pas, d'un boss, d'un client, d'un collègue, mais ça me détruisait, ça me minait le moral. J'essayais de me demander pourquoi est-ce que j'étais pas parfaite, qu'est-ce que j'avais mal fait, j'étais stressée, j'étais angoissée. Mais aujourd'hui, quand il m'arrive une emmerde, je respire, je me calme, je retourne dans mon corps, je retourne dans mes pensées. Je sais que l'essentiel n'est pas là et je sais que l'essentiel, ça reste encore une fois cette sérénité, cette paix et cet amour que je me porte. Donc c'est une prise de recul qui est tellement grande et une joie qui est tellement immense que je pense que vraiment rien ne peut l'affecter. Et ça demande de continuer à l'arroser toute ta vie, hein, ça demande de plus t'en écarter, mais je crois vraiment que tu peux tout vivre quand tu as ce recul-là. Je trouve que c'est à la fois la meilleure et la pire des nouvelles de savoir que tout est à l'intérieur, que toutes les réponses sont en toi et que tu as le pouvoir de tout faire à l'intérieur de toi. C'est la meilleure nouvelle parce que du coup, si tu le protèges bien, personne ne peut l'influer. Et en même temps, on est tellement tenté d'aller chercher les solutions à l'extérieur. Moi, je voulais vraiment que quelqu'un me donne la solution. Comment dormir ? Dites-moi. Et le fait qu'on me dise, en fait, c'est en toi et si tu dois régler des choses en toi pour retrouver un chemin de sérénité, ça peut paraître décourageant. Et finalement, c'est tellement rassurant de se dire,
la seule personne avec qui je vais passer vraiment toute ma vie, quoi qu'il arrive, c'est moi. Donc, ce serait bien d'être d'accord. Mais c'est tellement plus satisfaisant, je trouve, qu'on ne donne pas de la réponse. C'est comme tout. C'est parce qu'il y a de l'effort qu'il y a de la satisfaction aussi. Et je pense que la leçon, tu peux pas l'intégrer si on te la donne, tu vois. Je pense que tu as besoin de la vivre, tu as besoin de te planter, tu as besoin d'expérimenter tout pour... en fait, je pense vraiment qu'une leçon, elle revient jusqu'à ce que tu l'aies comprise. En fait, quand tu lâches le contrôle et que tu laisses les choses se faire, honnêtement, moi, j'ai connu des périodes de grosses disettes où c'était vraiment difficile. Et c'était en plus plus difficile de connaître ces périodes, sachant que je m'étais payé mes études, que j'avais bossé pendant mes études pour rembourser les frais de scolarité, etc. Et où je me disais, mais c'est pas possible d'avoir fait ces études-là et de me retrouver au chômage, à galérer à payer mes courses et tout. Mais en fait, il a fallu que j'aille, encore une fois, loin dans l'apprentissage de la leçon, dans le lâcher-prise, dans l'absence de contrôle, pour qu'en fait vienne à moi l'abondance. Et je crois que ça, c'est vrai aussi dans tout, quoi. Faut laisser la magie des choses, laisser de côté le mental et suivre son intuition, sa joie. Honnêtement, les conditionnements, ils te rattrapent sans arrêt jusqu'à ce que tu les aies complètement démêlés et que tu aies réussi à faire ce travail de lâcher prise et de mettre à distance et de foi, en fait. Je trouve qu'en fait, aussi, le burn-out, c'est un vrai chemin spirituel et de foi dans la mesure où il faut que tu aies foi en demain, il faut que tu aies foi en toi. Il faut que tu aies foi que tu vas y arriver, il faut que tu aies foi qu'une vie meilleure est possible pour toi, il faut que tu aies foi que ton intuition, elle est vraie, elle est juste, et il faut que tu aies foi qu'en fait, vivre ta vie de façon la plus authentique te mènera vers la réussite, mais te mènera vers un épanouissement total. Moi, je vois qu'il y a encore des gens dans mon entourage qui vivent, entre guillemets, des fausses vies, qui portent encore des costumes, et qui pensent fondamentalement qu'en étant eux-mêmes, ils ne seront pas heureux. Moi, j'ai foi que tous les jours, je me dis, mais je sais qu'il va m'arriver des bonnes choses et je sais que je peux pas me tromper en marchant sur ce chemin qui est peut-être moins emprunté et plus sinueux et qui me fait mal aux pieds, mais qui en tout cas est tellement plus... c'est pas revalorisant le mot que je cherche, mais tellement plus satisfaisant, tellement plus... et qui est le tien. Régénérant, et qui est le mien, et qui est celui de personne d'autre. Et qui est plein d'inconnus, et qui est plein d'embrouilles, et qui est peut-être plein d'obstacles, mais en tout cas, je sais que j'ai les capacités d'affronter chaque obstacle, et je sais que ces obstacles, ils sont éphémères, et qui se présentent pour une bonne raison, et qu'en fait, à chaque fois que j'aurai absorbé la leçon d'un obstacle, il ne se représentera plus. Et ça, il faut avoir foi, quoi. Et ça, c'est un truc nouveau, ça, c'est un truc que j'ai eu après le burn-out, de voir la vie complètement, c'est ce que je disais, voir la vie autrement, et tout repenser dans tous les domaines de ta vie, mais mon approche du monde, elle est hyper ésotérique depuis le burn-out, et c'est magnifique. Et honnêtement, je le souhaite à tout le monde. Et je souhaite aussi à tout le monde de vivre des émotions difficiles. Parce que c'est comme ça qu'on en sort plus fort et grandi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve vraiment. Et faites tout ce travail intérieur et ce chamboulement que personne d'autre que vous peut assumer. Et renouer avec votre enfant intérieur, avec l'essence même de qui vous êtes, avec l'enfant qui serait fier de vous. Moi, je pense à la petite Clara qui se posait déjà des questions et qui se posait la question du sens de l'existence. Elle n'était pas très heureuse de me voir aller bosser en costume au bureau, mais je pense qu'elle est beaucoup plus fière de moi maintenant, malgré les conditions matérielles qui sont moindres, malgré une vie plus chaotique, malgré le fait qu'aujourd'hui, ma vie, je la gère un peu à la one again, mais ouais, elle est beaucoup plus fière de moi et je m'aime beaucoup plus. J'aime l'être humain que je suis pour la première fois de ma vie, à 27 ans. C'est un magnifique mot de la fin, ça. Merci Clara. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite!